Wow! Quand Witch se la joue Seigneur des Anneaux! Punaise! C'était quelque chose cet épisode! Je m'attendais pas à une telle qualité! Après tout ce qui s'est passé, mais bordel! C'était du bon, hein? C'était du bon, hein? L'histoire commence avec Cédric et ses hommes qui font une descente dans un village de Méridiane où ils essayent d'interroger les gens pour savoir où se trouve la base des rebelles, parce qu'ils sont de plus en plus actifs à ce niveau-là, d'autant plus que le jour du couronnement d'Elion se rapproche, et c'est là que son destin sera scellé, donc il faudra faire en sorte d'empêcher ça. Et ils veulent pas que les rebelles s'interposent, c'est pour ça qu'ils sont plus actifs par rapport à ça. Et juste un petit truc par rapport à ce détail-là, tant que j'y pense, on dit un petit peu plus tard dans l'épisode qu'on est à 3 jours du couronnement. Alors qu'il y a 3 épisodes de ça, on en était à 5 jours. C'est-à-dire qu'il se passait même pas un jour par épisode. J'y crois moyennement. Pas super crédible. C'est un détail, pas grave, mais ouais. Enfin bon, ouais, pour leur délier la langue aux villageois afin qu'ils dénoncent les rebelles, ils décident de tarir leur puits avec des espèces de lances électriques qui font exploser l'eau, et après il y a des racines qui se forment. Je sais pas exactement comment ça fonctionne cette merde. Je sais pas, je vois pas en quoi l'électricité ça foutrait en l'air toute l'eau, il y en aurait plus dans le coin. C'est un détail de mise en scène un peu bizarre. Hein, je sais pas, peut-être que dans la BD c'est mieux expliqué, si c'est fait dans la BD, je sais pas. N'empêche que oui, les villageois sont affamés et on les assoiffe même, afin qu'ils puissent donc se délier la langue et raconter ce qu'ils peuvent savoir sur les rebelles. Donc c'est déjà une bonne preuve de la vilainie de nos méchants, c'est bien, c'est cool de le montrer. Et en même temps, il y a Cédric qui est sur le qui-vive, d'autant plus que Phobos se dit oui, il veut absolument contrôler les rebelles, donc il met vraiment les bouchées doubles pour trouver ce repère. Le petit détail que j'aurais à reprocher par rapport à ça, c'est que de ce côté, les villageois sont malmenés, etc. Ce sera pas des masses appuyées par la suite. Je veux dire, on y fait référence, mais ce sera pas des masses appuyées par la suite. Je trouve que ça aurait pu être sympa de l'appuyer plus. Et je sens qu'avec ce qui va se passer, il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner un peu vite et on n'aura pas trop l'occasion d'en profiter. C'est un détail, mais j'aurais pas été contre qu'on aille un tout petit peu plus loin là, parce que c'était un bon point. Pendant ce temps-là, on voit Elion monter sur son trône aux côtés de Phobos pour son couronnement. Et paf, c'était un rêve de Aileen et qui sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas lors du couronnement. Alors, j'ai tellement de trucs à dire par rapport à ça. Déjà, ouais, c'est un truc des gardiennes du vent d'avoir des rêves prémonitoires. Pourquoi? Parce que... Alors... Autant quand ils ont fait le coup de l'oreille, de la super oreille, je me dis ok quoi, elle est en lien avec le vent donc elle peut entendre les sons, etc. Il y a un rapport un peu logique. Et puis on réutilise ça donc c'est totalement acceptable. Mais là, comme par hasard, la gardienne du vent peut avoir des rêves prémonitoires. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt de ce truc parce que on le sait que ça va mal se passer pour Elion. Vous avez vu la prédiction dans le livre des secrets de Phobos. Vous savez que ça va mal se passer. Ça servait à quoi? À rien. C'est le détail. On montre aussi à la fin. Oh, mon rêve prémonitoire est réapparu. Suspense. On sait que ça va mal se passer. Et ouais, c'est à ce moment-là que Caleb vient les avertir du problème des villages. Et maintenant, la seule source d'eau disponible, c'est un lac un peu dans un certain coin qui n'est plus trop disponible pour boire parce que il est habité par le K-Team. Alors c'est un esprit et qui prend possession du lac. C'est pas super clair, mais bon, c'est assez fort sur le principe. Et ça me rappelle un petit peu les sables mouvants. Vous savez, les sables mouvants qui avaient une propre âme à eux dans un épisode précédent, je sais plus exactement lequel, le numéro, mais voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et ouais, juste un petit truc par rapport à ça, vous pouviez pas, je sais pas, aller dans les villages, détruire l'espèce de lance électrique qui obstrue les puits. Non, vous pensiez pas faire ça. Non, vous pensez direct, allez, on va s'occuper du K-Team, comme ça il y aura le grand étang qui sera disponible pour les villageois et totalement disponible pour les forces de Cédric afin de la sécher. Voilà, je sais pas, c'est pas forcément la meilleure solution à long terme, mais bon, c'est une excuse pour que les filles viennent dans le monde.
de Méridiane, sur le coup. Et ouais, sur le coup, je pense que vous auriez pu faire un petit peu mieux. Mais n'empêche que ça va amener un combat sympathique. Voilà, je ne le nie pas. C'est donc un esprit qui possède tout un étang, donc c'est pas simple à combattre ce truc-là. Et ça va être un peu cool de montrer ça, malgré quelques petits trucs un petit peu discutables, moyennement expliqués. Bon, je vais un petit peu dans le désordre. Déjà, il y a Caleb qui se dit qu'il va se rendre auprès des rebelles dans la cité infinie pour leur apporter certaines choses et qu'il aura sans doute besoin d'une gardienne pour ça, donc il demande à Will de l'accompagner. Et pendant ce temps-là, les 4 autres gardiennes resteront aux alentours de l'étang pour se charger du K-Team. Petit détail, apparemment, ils en ont plus rien à branler de toute l'histoire du les gardiennes perdent leur pouvoir, sont moins fortes si elles sont séparées. Moi, on s'en fout un petit peu de ça à nouveau. Enfin bon, il va y avoir 2 petites histoires parallèles. Donc la première, c'est donc nos gardiennes qui combattent cette espèce de monstre qui possède un lac. Et donc c'est un petit peu bizarre, parce que voilà, elles essayent de le combattre avec leur pouvoir directement. Et puis ils se disent, ah, il faut qu'on le transfère ailleurs, cet esprit. Et donc il y a Tarani, l'intello du groupe, qui se dit, ah, l'éclair devrait pouvoir marcher, l'électricité devrait pouvoir marcher. Parce que il nous balance un gros l'air chaud mélangé à de l'air froid, et ça donne de la foudre. Alors, je suis pas un spécialiste, qu'on me reprenne si c'est vrai ou pas, mais ça sent un petit peu la connerie comme ça. Mais bon, si ça se trouve, je me plante. Si ça se trouve, je me plante, n'hésitez pas à me le dire. Si ça se trouve, c'est totalement scientifique. Et à ce moment-là, je n'ai rien à redire. Mais ça me fait un peu bizarre sur le coup, hein. Bon, enfin bon, c'est un détail. Voilà, elles finissent donc par la saupoudrer d'air où on mélange de la chaleur et du froid, et ça crée des éclairs, et ça met complètement HS l'esprit qui possédait l'océan. Enfin, le lac, sachant que cet esprit, on le voit retomber dans le lac après. Genre, il est grillé, mais il retombe dans le lac. Ça veut dire qu'il est mort, hein. On est d'accord. Donc il n'est pas transféré ou quoi que ce soit. Ou alors il n'est pas transféré et à ce moment-là il va se réveiller dans le lac et le reposséder. Donc c'est pas logique, la mise en scène n'est pas logique du tout. La façon dont il le présente et la mise en scène n'est pas super logique. Mais en termes d'action, c'était fun. Je vais pas nier, le fait de mélanger leurs 3 pouvoirs comme ça, être un petit peu ingénieux à ce niveau-là, c'était très fun en termes d'action. C'est pour ça que je vais pas trop me plaindre, mais c'est vrai que c'était un petit peu bizarre la mise en scène, la façon dont c'est présenté. Donc parallèlement, on va avoir toute cette histoire avec Cédric qui recherche la cité infinie et qui l'a trouvé un petit peu vite, malheureusement. Genre, il a suivi un rebelle apparemment, je sais pas, c'était montré très rapidement, et donc il a trouvé l'entrée. L'entrée qui est gardée par Vatek, hein, qu'on a déjà vu quelques fois, et lorsqu'il voit Cédric arriver, il décide de la faire s'effondrer avec une explosion afin de permettre aux autres rebelles de se préparer. Donc Vatek est capturé, et les autres rebelles sont sur le qui-vive parce que Cédric et tout un tas de troupes vont bientôt attaquer. Alors ça c'est un passage que j'ai beaucoup apprécié, vraiment de cet épisode, hein, le meilleur passage vraiment, où on montre déjà tous les rebelles qu'on a eu l'occasion de voir, on voit même rapidement le père de Caleb, on fait mention du père de Caleb, c'est cool. On voit pas les parents d'Elion par contre, je sais pas, ils sont partis ailleurs, je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre. On aurait pu les mettre en place. Mais bon, je sens, une fois de plus, qu'on va pas trop tabler sur eux pour régler le problème Elion, sur le coup. Je sais pas, peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais ouais, en dehors de ça, c'était vraiment cool de montrer tous ces personnages. Et le fait que Aldar, donc, qui est un petit peu le commandant en second du groupe, se dise, ok, que ferait Caleb à notre place ? On est en sous-nombre, il nous attaque avec une grande armée. Le mieux à faire, c'est de prendre les devants, et pendant que les troupes se dirigent vers nous et essayent de déblayer le chemin, et ben on va passer directement à l'offensive et attaquer le château. Et c'est ce qu'ils font, quoi. Tout le monde se soulève, etc. Et il y a quelque chose de très fort qui se passe là-dedans avec Caleb qui les voit se diriger vers le château, qui décide de les venir en aide avec Will, et il y a un grand combat massif. Alors avec le peu de moyens qu'ils ont réussi à donner l'échelle à ce combat, et vraiment c'est très fun. Il y a pas que les soldats basiques
de Phobos dans le coin. Il y a aussi quelques créatures un petit peu dégueu et à nouveau des designs très sympathiques. Hein. À nouveau, j'aime beaucoup ça. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. C'est un grand moment d'action. On voit que c'est un moment particulier, très intense, qui ne se produira pas souvent. Hein. C'est cette espèce de soulèvement très très puissant avec nos gens, nos rebelles qui se soulèvent, qui foncent à l'assaut du château. J'ai trouvé ça très bon, très très bon. Bon, le micro-problème, et vraiment micro-problème, c'est que, ouais, étant donné que c'est une série pour enfants, on montre absolument personne se faire tuer. Il y a un petit peu de violence du combat, mais vraiment un tout petit peu, et sinon c'est basique, quoi. Hein. Alors, quand on se fait battre, on n'est pas lancé à terre ou une connerie comme ça, il y a pas de trucs un peu forts par rapport au fait que, oui, lorsqu'on est dans une grande bataille de guerre comme ça, il y a des pertes inévitables. Ah, malheureusement, on va pas aller jusque-là. Mais bon, c'était un petit peu trop leur demander. Je m'en doute. Hein. Mais voilà, Caleb arrive, il les aide. Il y a Will qui les aide aussi avec ses pouvoirs. Alors, pendant ce temps-là, il y a un petit truc dont j'ai pas parlé avec Blunk. Parce que oui, il se force encore dans l'histoire, là. Au début, où il est malade et c'est dégueulasse parce qu'il balance de la morph partout. J'en ai tellement marre. Je sais pas, il y a un débile dans l'équipe de création qui se dit « les enfants, ils vont aimer l'humour à base de morph !» C'est complètement con. Voilà, donc il est malade, il balance de la morph et ça sert absolument à rien le fait qu'il soit malade ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste pour faire du gag pourri autour de ça. Et au bout d'un moment, il finit par recroiser Caleb et Will qui s'apprêtent donc à aider les rebelles et qui essayent, qui auraient bien envie de joindre les autres. Il y a Will qui dit « Attends, mon cœur de Kandrakar, il peut pas joindre les autres filles, là, il a pas cette fonction-là. Attends, tu veux rire? Ton cœur de Kandrakar ne sait pas faire une chose? Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je croyais qu'il pouvait tout faire. C'était l'outil scénaristique par excellence, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc, ouais, il y avait une histoire de talkie-walkie à un moment donné que Caleb a acheté pour aider un petit peu l'organisation avec les rebelles. Et ouais, c'est intéressant comme idée, hein, d'utiliser les technologies de notre monde pour s'aider dans ce groupe-là. Mais à un moment donné, ouais, Blunk a piqué un de ses talkie-walkie, donc il en a un sur lui. Et donc lui, il va pouvoir communiquer avec les filles parce qu'elles ont gardé le talkie-walkie qui lui correspond. Et étant donné qu'ils sont à une distance un petit peu trop grande, il va devoir se rapprocher. Et donc voilà l'utilité de Blunk, quoi. On va l'envoyer se rapprocher de l'endroit où sont les filles pour pouvoir leur parler par talkie-walkie et les prévenir. C'était un petit peu forcé pour pas grand-chose, ça. Je pense que les filles se seraient rendues très certainement auprès du château ou une connerie comme ça. Sans ça, on aurait pu mettre en place cette histoire de talkie-walkie de façon simple, sans que Blunk n'ait un rôle à jouer là-dedans. Mais bon, il fallait le forcer parce que Blunk doit être là. C'est le détail qui me gêne un peu, mais voilà. Voilà, il faut qu'il soit là, Blunk. Alors autant lui donner ce genre de tâches à la con, voilà, qui le mette pas trop en avant. Voilà, je préfère que vous fassiez ça comme ça. Enfin bon. Là, le combat s'intensifie, nos quatre autres héroïnes finissent par rejoindre la bataille, c'est très fort et tout, et il y a Elion qui regarde ça de loin, qui ne se pose absolument aucune question sur le fait que l'architecture du château est quand même très démoniaque dans sa forme, hein. Je sais pas, il y avait tout un délire de manipulation de Phobos comme quoi, je transforme toutes les pièces qui ont cette espèce d'aspect diabolique super évident en un truc beaucoup plus charmant et enchanteur, mais là maintenant ça la dérange pas, hein. Son château a un cachet très diabolique, mais oh. Détail, c'est pas grave. Elle en a marre, elle se dit « Ok, j'interviens, arrête de t'en prendre à mon château et à mes hommes parce qu'à nouveau manipulée par Phobos. Les gardiennes ne peuvent pas lui faire entendre raison et elle décide d'utiliser ses super méga pouvoirs pour créer des espèces de ronces bien moches afin de capturer tous les rebelles. Alors ils essayent aussi d'être un petit peu intelligents là-dessus en disant qu'elle capture aussi tous les monstres parce que ouais, c'est un grand capharnaüm tout ça et elle se dit aussi que les monstres en plus des soldats de Phobos sont aussi méchants. Voilà, donc elle les capture en même temps, et voilà, donc on essaye de justifier ça, c'est cool, de justifier qu'il y a quand même une manipulation et qu'elle croit encore être du côté du bien en arrivant à rester un peu crédible, c'est cool, déjà, c'est cool, j'apprécie.
Voilà, et donc ouais, avec ses super méga pouvoirs de princesse héritière, elle parvient à capturer une grande partie des rebelles. Les autres doivent se replier. Je sais pas du tout où, mais ils doivent se replier. Voilà, ils disent pas où ils doivent se replier, parce que je rappelle que la cité interdite a été découverte. Donc ils peuvent plus se cacher là. Donc où ils se replient, je sais pas. Voilà. Peut-être que ce sera expliqué dans l'épisode suivant. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette défaite que nos héroïnes se doivent de partir, avec Elion qui est beaucoup trop super puissante pour la combattre. Elle ne veut pas entendre raison. Et nos rebelles qui ont fait une tentative très honorable, mais qui n'a pas su aller jusqu'au bout. C'était un épisode très bon, vraiment. Vraiment, j'ai grandement apprécié ça. Ça montre aussi le plan des héroïnes rapidement, ce que c'était à la base, hein, dont on a parlé il y a 2 épisodes, c'est-à-dire que ouais, elles comptaient prendre part à un assaut général du château. Voilà, et c'est ce qu'elle dit à un moment donné, Cornelia. Je croyais que l'attaque se ferait dans 3 jours lors du couronnement. Donc, ouais, c'est ça que vous aviez prévu, une attaque massive du château, c'est tout. Pas de plan plus précis que ça, plus spécifique. Ouais, ouais. Et pourquoi lors du couronnement exactement? Pourquoi ça pouvait pas se faire avant? je pisse pas. C'est un détail, c'est pas gravissime. Mais voilà, en tant que grand plan qu'on a prévu à l'avance, du peu que vous nous avez montré, que vous nous laissez entrevoir là, moi, vous m'avez pas grandement convaincu que ça méritait pas plus de réflexion que ça, hein, dans l'épisode. Il y a 2 épisodes de ça, hein. C'est juste histoire de dire. Mais bon, ça a resté malgré tout un bon épisode, bien prenant, avec de très bonnes idées, des moments de tension fortes, de la bonne action à grande échelle. C'était très fun. Nos personnages sont bien respectés, à aucun moment c'est particulièrement insultant, à part 2-3 trucs faciles dont j'ai l'habitude, et c'est ce qui fait que c'est pas un épisode extraordinaire, mais je m'attends plus à un miracle à ce niveau-là, il y aura aucun épisode extraordinaire, à moins vraiment que la saison 2 rehausse grandement le niveau, mais punaise! Waouh, ça s'en rapprochait, hein, ça s'en rapprochait de l'épisode qui essayait vraiment d'aller très loin, de faire fort, et ouais, j'étais vraiment pris dedans. Meilleur épisode de la saison jusqu'à présent. Il ne reste plus que 3 autres épisodes, donc peut-être que ça s'améliorera comme ça par la suite. Peut-être qu'ils ont conscience que c'est là derrière une ligne droite et qu'ils vont se donner à fond et nous donner quelque chose de très fort. Et ce serait super, ça me laisserait sur une dernière impression très, très bien foutue. Là. Parce que si vous faites les 3 derniers épisodes comme ça, wouh! Je dis pas que ça rattrapera toutes les conneries que j'ai vues, mais ça jouera bien dans mon appréciation, hein, vraiment. Donc, on verra par la suite. Hein. À bientôt pour l'épisode 24. Bye.